Bonjour, c'est Thomas Proutot. Les voix du crime. Dans le nouvel épisode des Voix du crime, je reviens sur l'assassinat d'Anne Barbeau, retrouvée morte en 2013 dans le coffre de sa voiture près de chez elle, en Loire-Atlantique. Grâce au récit du gendarme Philippe Métivier, nous allons arpenter les coulisses de l'enquête et remonter pas à pas la piste des assassins jusqu'à leurs aveux complets. Les Voix du crime, un podcast à écouter dès maintenant sur l'application RTL. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Cet homme dit « je suis innocent ». Il demande à être entendu et on nous dit qu'il ne sera entendu au mois d'octobre. Il est prêt à s'expliquer. C'est un dossier qui est vide. Nous n'allons pas rester les bras ballants en attendant que le temps passe. Bonjour, bientôt 8 mois que Delphine Jubilard a disparu. La jeune infirmière du Tarn s'est volatilisée dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020. Depuis, aucune preuve de vie ni de mort. La mise en examen de son mari, Cédric Jubilard, le 18 juin 2021, assortie de son placement en détention, aurait dû répondre à ces interrogations, aurait dû symboliser le dénouement de cette histoire. Eh bien, il n'en a rien été. Tout au contraire, la mise en cause du mari n'a fait qu'assombrir davantage le dossier. Les doutes se sont renforcés au détriment des rares certitudes. Dans cette enquête, on cherche toujours, sans jusque-là l'avoir trouvé, l'élément capital qui permettra de confondre le coupable. Cédric Jubilard a-t-il tué et fait disparaître son épouse Delphine ? Est-il ce mari jaloux décrit par les enquêteurs qui serait passé à l'acte un soir de colère et qui depuis s'enfermerait dans le déni ? Quelles preuves contre Cédric Jubilard ? Quels nouveaux indices pourraient apparaître ? Le mari peut-il rester encore longtemps en prison ? Avec nos invités, nous allons aborder toutes ces questions dans cette affaire qui est loin d'être terminée et où, depuis le début, les coups de théâtre sont la règle. Cédric Jubilard, meurtrier ou suspect idéal ? A-t-il tué Delphine ? C'est l'enquête aujourd'hui de l'heure du crime. Je vous retrouve dans un instant sur RTL. 14h30, 15h30. L'heure du crime sur RTL. Dans l'heure du crime aujourd'hui, le dossier Cédric Jubilard, meurtrier ou suspect idéal ? Été 2021, 6 mois après la disparition de son épouse Delphine, cet homme est rattrapé par la justice. Mercredi 16 juin 2021, les gendarmes de la section de recherche de Toulouse se postent discrètement aux abords d'une maison en construction dans un lotissement à la sortie d'Albi, dans le Tarn. Ils y attendent l'arrivée de l'un des maçons, l'artisan plaquiste Cédric Jubilard, 33 ans. Depuis l'hiver précédent, son seul nom suffit à attirer tous les regards, pas toujours bienveillants. On le soupçonne d'être derrière la disparition de son épouse Delphine dans la nuit du 16 au 17 décembre 2020. Les gendarmes aperçoivent Cédric Jubilard, crâne récemment rasé. 4 jours auparavant, il défilait dans cette même ville d'Albi lors d'une marche blanche. Un homme qui veut manifestement tourner la page. Il a une nouvelle compagne, Séverine, de 10 ans son aînée, et a retrouvé du travail. Les soupçons à son égard paraissent d'ailleurs se dissiper. Le plaquiste ne montre toutefois aucune surprise en voyant débouler les enquêteurs. Il esquisse même un petit sourire, à la fois désabusé et exaspéré. Dans ces affaires, c'est toujours le mari, le suspect numéro 1. De toute façon, je sais que je vais aller en prison. Des propos qui seront rapportés par le journal Le Parisien. Après 6 mois d'enquête et de questions, Cédric Jubilard, inévitablement devenu personnage central de cette disparition, est placé en garde à vue à la section de recherche de Toulouse. Les 2 juges chargés de l'instruction ont décidé qu'il était temps d'avoir un interrogatoire poussé avec le mari de Delphine. Ils pensent disposer d'assez d'éléments pour le mettre devant ses contradictions et le faire craquer. Pour l'occasion, les enquêteurs classiques sont assistés d'analystes du comportement du renseignement criminel prêts à analyser les moindres mots et les plus petits gestes du témoin. Les juges ont décidé de frapper fort. La propre mère de Cédric, Nadine, a elle aussi été interpellée et placée en garde à vue à la gendarmerie de Gaillac. Le beau-père de Cédric, Olivier, est lui aussi placé en garde à vue. Des perquisitions sont conduites au domicile des parents, une maison de Carmaux, ville toute proche de Cagnac-les-Mines. Le pavillon de Séverine, la nouvelle petite amie, est également perquisitionnée. Séverine n'est toutefois pas placée en garde à vue. Une opération qui laisse penser que la disparition de Delphine a peut-être été concoctée au sein d'un clan familial, un petit groupe de personnes qui détiendraient la terrible vérité. Jeudi 17 juin, le procureur de Toulouse, Dominique Alzéari, annonce que les gardes à vue sont prolongées.
Les enquêteurs laissent entendre que le comportement récent de Cédric Jubilard les a intrigués. Il n'aurait eu de cesse d'orienter les soupçons vers un autre homme, un père de famille habitant près de Cagnac-les-Mines et qui se serait montré insistant auprès de Delphine, la draguant lourdement et même avec agressivité. Les gendarmes vérifient cette piste et entendent cet homme. Celui-ci dément farouchement toute approche de Delphine. Des gendarmes qui éliminent également de la liste des suspects le fameux amant de Montauban, un homme marié qui était en contact sur Internet avec Delphine, un amant avec qui la jeune femme s'apprêtait à refaire sa vie. Une fois que le divorce serait prononcé, Cédric Jubilard le savait, il n'aurait pas supporté donc d'être quitté. Voilà donc pour ce premier chapitre, l'interpellation spectaculaire de Cédric Jubilard. On verra dans le chapitre 2 de cette heure du crime, plus précisément ce qu'on lui reproche. Je voudrais tout de suite qu'on aille vous retrouver, maître Jean-Baptiste Allary. Bonjour. Oui, bonjour. Merci infiniment d'être en direct avec nous dans l'heure du crime aujourd'hui. Je sais que votre temps est précieux et que vous avez beaucoup de travail, notamment avec ce dossier. Il y a tout de suite une question que je vais vous poser, maître. La deuxième demande de libération conditionnelle de Cédric Jubilard a été refusée par la Cour d'appel il y a seulement quelques heures. C'est tout frais. Pourquoi cette libération a-t-elle été refusée, maître Allary ? Alors, la libération n'a pas été refusée par la Cour d'appel, mais par le juge des libertés de la détention. La Cour d'appel sera amenée à statuer sur l'appel que nous allons interjeter à l'encontre de cette décision. D'accord. Voilà. Alors, vous savez, une demande de mise en liberté, ou le rejet d'une demande de mise en liberté, n'est pas un préjugement de culpabilité. Voilà, il ne faut pas perdre de vue que le débat devant le juge des libertés de la détention concerne uniquement la détention provisoire et repose sur 7 critères de l'article 144 du Code de procédure pénale. Et là, le juge des libertés et de la détention a considéré que l'incarcération était le seul moyen de préserver les indices, éviter des pressions sur les témoins ou sur les victimes, garantir le maintien à la disposition de la justice du mis en examen, protéger le mis en examen et mettre fin à un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public. Donc vous voyez, dans cette motivation, il n'y a pas d'éléments sur une éventuelle culpabilité. Ça veut dire, si je traduis un petit peu vos propos, maître Allary, pour être clair, et puis on va tout de suite crever l'abcès, on n'a pas trouvé d'éléments nouveaux qui seraient survenus dans le dossier qui permettraient aujourd'hui de maintenir votre client en détention. Ah non, il n'y a pas d'éléments nouveaux. Et même, j'ai envie de vous dire, la seule chose que l'on a apprise depuis sa mise en examen, c'est que de manière extrêmement étonnante, voire absolument scandaleuse, les analyses et expertises sur la fameuse couette qui a été avancée comme un élément à charge n'avaient pas été ordonnées et ne l'ont été que le 27 juillet. Voilà. Pendant 8 mois, on met cette couette comme un élément à charge, on l'avance comme une charge, alors qu'on n'a rien analysé du tout. On va revenir évidemment sur cet élément et on va revenir avec vous sur le fond de l'affaire. Maître Allary, vous nous confirmez, vous l'avez dit d'ailleurs, vous faites appel de cette décision. Comment ça va se passer en quelques mots, cet appel ? On interjette appel directement au greffe à Toulouse et nous aurons une audience devant la chambre de l'instruction dans les jours à venir. C'est ça. La date est fixée déjà, non ? Non. Alors à l'instant où l'on parle, l'appel, je ne pense pas qu'il ait déjà été interjeté puisque la décision date de quelques heures. Bien sûr. Et je suis à Albi, je ne suis pas à Toulouse. Donc c'est Maître Franck ou Maître Martin qui iront interjeter appel. C'est ça. Donc ça, c'est de la procédure. Mais enfin, c'est bon à savoir pour la suite du dossier qui est toujours riche en rebondissements. Bonjour Ronan Folgoas. Bonjour. Merci d'être dans le studio de l'heure du crime. Vous êtes journaliste au Parisien et vous êtes l'un des meilleurs spécialistes de ce dossier. On revient un petit peu à l'enquête et surtout à cette mise en examen. On l'attendait, on l'a pressentait, mais ça demeure un coup de théâtre finalement dans cette affaire. Oui, c'est-à-dire quand vous dites qu'on l'attendait, honnêtement, quand elle survient le 16 juin, personne n'y pense vraiment.
c'est une surprise ou une demi-surprise parce que on savait que Cédric Jubilard était toujours dans le collimateur des enquêteurs, comme on dit, c'est-à-dire qu'il n'avait jamais cessé d'être un suspect potentiel. Mais après, pourquoi ce jour-là, exactement 6 mois après la disparition de Delphine, on ne le sait pas bien encore aujourd'hui. Voilà, nous, on comprend qu'ils voulaient, les enquêteurs ont voulu frapper un coup et tenter quelque chose en le plaçant comme ça en garde à vue, en espérant peut-être qu'au cours de cette garde à vue, des aveux affleurent. Qu'il raconte quelque chose, évidemment. Maître Allary, je reprends ce que dit Ronan Folgoas. Pourquoi, d'un seul coup, on décide cette garde à vue et puis cette mise en examen ? Alors, c'est difficile à dire parce que je ne suis pas dans la tête des juges d'instruction, mais il aura fallu 6 mois pour construire cet artifice intellectuel de prétendue charge pour arriver à justifier le placement en garde à vue et la mise en examen. Ça n'a pas été facile, je pense. Et le fait que lors de cette garde à vue, la mère soit mise en garde à vue, le beau-père, etc., c'est destiné à quoi, selon vous ? Alors, c'est très clairement une manœuvre de pression psychologique. Quand on regarde un petit peu la chronologie, il faut se rappeler que quelques semaines auparavant, le 30 avril, Cédric Jubilard est auditionné par le juge d'instruction en qualité de partie civile, de victime. On me communique à ce moment-là, puisque je suis présent en tant que son avocat, on me communique un dossier qui fait 1 tome, à peu près. Ça, c'est une manœuvre, en réalité, déloyale, je l'affirme, parce que je n'avais connaissance qu'1 dixième du dossier. C'est véridique, hein, 1 dixième du dossier, afin de lui faire baisser la garde. Il est toujours sous surveillance téléphonique. Et en lui disant, écoutez, monsieur Jubilard, maintenant, on vous considère bien comme une partie civile, ils ont espéré qu'il puisse faire un faux pas. Qu'il puisse faire un faux pas et finalement qu'il oublie presque cette affaire. Au cours de sa garde à vue, Cédric Jubilard conteste toute implication dans la disparition de son épouse. Il ne va pas pourtant ressortir libre de cette garde à vue. Il va prendre le chemin de la prison. Après 48 heures de garde à vue, vendredi 18 juin 2021, Cédric Jubilard est présenté au juge d'instruction de Toulouse. Sa mère Nadine et son beau-père Olivier ont été libérés sans qu'aucune charge ne soit retenue contre eux. Cédric Jubilard est mis en examen pour homicide aggravé sur conjoint et placé en détention. Tout au long de ses interrogatoires, il n'a cessé de contester son implication. À aucun moment, il n'a laissé entendre qu'il était responsable de la disparition de Delphine. Un crime où il n'y a pas de corps, pas d'aveu, mais dont le suspect principal est clairement identifié. Le procureur de Toulouse, Dominique Alzehari, évoque des indices suffisants. Il souligne les déclarations contradictoires et mensongères de l'intéressé. Il est ainsi avancé que Cédric Jubilard a toujours parlé d'une séparation non conflictuelle avec son épouse, alors que des témoignages décrivent de fréquentes disputes au sein du couple. Il pouvait se montrer brutal, grossier, agressif, indique le procureur. En garde à vue, Cédric Jubilard a admis qu'il y avait eu des accrochages entre lui et son épouse, mais que ceux-ci n'ont jamais entraîné des violences. Il dément une récente dispute. L'artisan plaquiste aurait également dit qu'il ignorait la liaison extra-conjugale de Delphine alors qu'il en aurait été parfaitement informé. « Je n'ai pas de preuves. Elle téléphone en cachette, elle a changé ses codes, donc on peut supposer qu'elle me cache des choses », explique-t-il en garde à vue. La mise en examen de Cédric Jubilard s'appuie sur ses mensonges, mais aussi, selon le procureur, sur des indices. Il y a tout d'abord la machine à laver. Cédric Jubilard a signalé la disparition de son épouse à 4h10 du matin, le 16 décembre 2020. 3 gendarmes de la brigade de Val-d'Eriès, localité proche de Cagnac-les-Mines, sont arrivés à la maison du couple, 19 rue Yves-Montand, à 4h50. Le mari, vêtu d'un pyjama, était alors en train de lancer une machine à laver dans laquelle se trouvent quelques chaussettes, mais surtout la couette du canapé sur lequel dormait Delphine. Le couple, en instance de divorce, faisait chambre à part depuis des semaines. Les gendarmes, affairés à recueillir le premier témoignage du mari, n'ont alors pas porté attention à la machine à laver. Ils ne s'intéresseront à ce détail que dans les jours suivants. La fameuse couette lavée et séchée sera alors placée sous scellé.
Interrogé sur ce point, Cédric Jubilard indique avoir spontanément ramassé la couette pour la nettoyer, car un des chiens du couple avait uriné dessus. Les juges considèrent cette attitude hautement suspecte, une machine à laver en pleine nuit, alors que Delphine a disparu. L'accusation avance encore d'autres anomalies. La voiture de Delphine Jubilard, une Peugeot 207 grise, a été retrouvée garée dans le mauvais sens selon un témoin. Pour les enquêteurs, il y a de fortes probabilités que le véhicule ait été déplacé. A-t-il été utilisé par Cédric Jubilard pour transporter en pleine nuit le corps de son épouse et s'en débarrasser dans un coin tranquille que lui seul connaît? Les gendarmes n'excluent pas cette piste. Ils notent aussi de la condensation dans l'habitacle de la Peugeot, preuve, selon un expert, de la présence prolongée et récente d'une présence humaine à bord. Alors, Cédric Jubilard est donc mis en examen et écroué. On va avancer dans cette heure du crime sur les autres charges ou indices qui peuvent être retenus contre lui, et notamment le timing de la nuit de la disparition. Ronan Folgoas, journaliste au Parisien, qui suivait parfaitement ce dossier depuis le début. Comment est-il, Cédric Jubilard, en garde à vue? Comment ça se passe? Parce qu'il est bombardé de questions, je suppose. Alors, je n'y étais pas, je le précise, oui. mais d'après ce que l'on a compris, d'après ce que l'on a pu nous rapporter, si vous voulez, il est resté constant dans ses dénégations. Il a fourni des explications qui ont pu paraître aux yeux des enquêteurs parfois évolutives, parfois contradictoire sur des détails, mais sur l'essentiel, il avait globalement réponse à tout, ou presque. Il a par exemple été interrogé sur son téléphone qui était éteint, semble-t-il, au cours de cette nuit, entre 22h, alors je n'ai plus exactement les horaires en tête, mais c'est 22h08 jusqu'à 3h54. Un élément qui intéresse les enquêteurs parce que ce n'est pas du tout dans ses habitudes. En exploitant l'historique du téléphone, ils ont constaté que le téléphone était toujours allumé la nuit. Bon, ils l'ont interrogé et là il répond que son téléphone s'est déchargé, qu'il a joué un jeu là qu'il affectionne. À Game of Thrones. Exactement. On va y revenir d'ailleurs à la téléphonie parce que c'est un élément important d'ailleurs pour l'accusation comme pour la défense. Ça peut être réversible. Alors, Maître Alary nous a parlé en préambule de cette couette, la fameuse couette, etc. Ronan Folgoas, c'est vrai que c'est quand même troublant. Votre femme a disparu. Vous êtes sans doute dans l'inquiétude, dans le doute, dans la panique peut-être, je ne sais pas. Et la première chose que vous faites, vous prenez une couette et vous la mettez dans une machine à laver pour la laver. Alors, ça pèse lourd un petit peu quand même dans le... Alors, ce que l'on sait, parce qu'il y a si vous voulez, les éléments qui ont été présentés à charge par le procureur de la République le 18 juin, ils ont ensuite été réexaminés, réévalués. Ce que l'on a compris, peut-être que Maître Alary pourra aussi nous apporter des précisions sur ce sujet, mais ce qu'on a compris, c'est que quand les gendarmes arrivent sur place, ils constatent que Cédric Jubilard vient de remplir son lave-linge et vient de refermer le hublot. Mais qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur à ce moment précis? Est-ce que c'est bien la couette? Moi, je ne peux pas l'affirmer à 100%. En tout cas, il fait une machine, c'est vrai. Et ensuite, lorsqu'ils vont revenir saisir ce qui est à l'intérieur de cette machine le lendemain, 36 heures plus tard, 34 heures plus tard, je crois, le lendemain après-midi, ils vont découvrir à l'intérieur de cette machine une couette et 4 chaussettes dépareillées. Mais qui a lancé cette machine et à quel moment précisément? Parce que ce qu'il y a d'intéressant, c'est que au moment où les gendarmes sont présents au domicile, c'est-à-dire à partir de 4h50 du matin, d'après le témoignage de ces gendarmes, la machine ne tourne pas. Oui, il n'a pas encore déclenché. Il n'est pas déclenché. Donc tout ça est assez nébuleux quand même. Moi, je n'ai pas d'idée vraiment claire sur cette... Mais c'est vrai que c'est un comportement qui apparaît aux yeux de l'accusation comme décalé par rapport à la situation. Maître Jean-Baptiste Alary, vous êtes en ligne dans l'heure du crime, vous êtes l'avocat, je le précise, un des avocats de Cédric Jubilard, le mari de Delphine. Il y a donc ces présomptions finalement, ces espèces d'analyses, de suppositions. On a parlé de la couette et vous nous avez expliqué qu'effectivement c'était quelque chose qui était encore très fragile. Il y a le procureur de Toulouse aussi qui va très longuement s'expliquer après la mise en examen, une conférence de presse.
Et là, il raconte, il dit, Cédric Jubilard, c'est un menteur. Il a menti sur sa vie conjugale. Il se disputait, il a dit le contraire. Il ne savait pas que sa femme avait un amant, mais il le savait très bien, etc., etc. C'est un menteur, votre client, Cédric Jubilard ? Non, absolument pas. Alors, sur la couette, on va achever définitivement, Allez-y. si vous voulez bien, ce débat qui n'en est pas un. Nous avons expliqué un certain nombre de choses à la Chambre de l'instruction. Et dans son arrêt, la Chambre de l'instruction a écrit noir sur blanc que la couette n'était pas présente dans le tambour du lave-linge ce matin-là. D'accord. Donc Car ça, les gendarmes constatent la présence de linge. Et lorsqu'ils reviennent à 11h du matin, ils dressent un procès-verbal de constatation au terme duquel il est clairement inscrit la chose suivante. Hormis la couette qui était sur le canapé et qui est maintenant dans le lave-linge, rien n'a changé dans cette maison depuis notre première venue. Ah, donc ça c'est très important parce que là vous nous apprenez, sûr, c'est fondamental. mais vous nous apprenez en progrès, vous nous apprenez un détail qui est capital parce que cette couette elle semblait peser très lourd dans les explications du procureur. On en faisait un élément presque central. Donc effectivement il a tendance un petit peu à s'évaporer si je puis dire cet élément aujourd'hui. Il s'évapore lourdement puisque la Chambre de l'instruction l'a exclu. Alors, un mot, maître Allary, sur l'attitude de votre client en garde à vue, ces fameux mensonges. Il dit, je me dispute pas avec ma femme, il y a plein de témoins qui disent c'est faux. Qu'est-ce qu'il faut en penser, selon vous, selon la défense ? Non, il n'a jamais dit qu'il ne se disputait pas avec sa femme. Il n'avait jamais prétendu ça. Il dit on avait des disputes banales, comme chaque couple. Il y avait des disputes, c'est vrai. Il a reconnu au cours de la garde à vue que certaines disputes étaient, un peu en haut en couleur verbalement, mais jamais physiques, ce qui est d'ailleurs confirmé par leur fils. Et à partir, c'est très facile de dire à quelqu'un que c'est un menteur. Il suffit de poser 10 fois une question. S'il y a une réponse qui varie légèrement, eh bien vous êtes un menteur. L'existence ou pas, ou du moins le fait de savoir si Cédric Jubilard avait connaissance de l'existence d'un amant, il a toujours été constant. Alors on nous dit qu'il varie, mais c'est faux. Il a toujours dit j'avais des doutes, mais pas de preuves. Et ça, c'est constant. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il avait fait ses recherches, il avait essayé de la géolocaliser. Non, mais s'il était certain qu'elle avait un amant, il n'avait pas besoin de la géolocaliser. Hein. Oui, donc ça, vous pensez que c'est aussi un élément qui s'effrite, si je puis dire, dans ce dossier. En deux mots, vraiment en deux mots, parce que là, on va devoir passer au chapitre suivant, mais en deux mots, la voiture déplacée, la buée dans la voiture. Alors la voiture, la buée dans la voiture, déjà les gendarmes primo-intervenants ne la constatent pas. Ensuite, on se rend compte que la vitre avant conducteur n'est pas fermée correctement, elle est entrouverte. On sait que ce jour-là, il fait 3 degrés avec un taux d'humidité de 97%. Je vous propose de faire le test avec votre voiture cet hiver et vous me direz après s'il n'y a pas de la buée dans votre voiture. Cédric Jubilard va être rapidement réentendu par les juges, mais ne va pas varier de version. En l'état, il demeure le suspect numéro 1. Le parquet de Toulouse assure que les expertises techniques et scientifiques sont loin d'être terminées et se poursuivent. Une semaine après avoir été placé en garde à vue, Cédric Jubilard est à nouveau entendu. Devant les juges, il indique que Delphine aurait pété les plombs. Il pensait que celle-ci était partie sur un coup de tête et qu'elle reviendrait rapidement à la maison. Selon le Parisien, le mari aurait encore affirmé que Delphine avait l'habitude de sortir seule le soir autour de minuit pour aller promener ses chiens. Indication qui fait tiquer les enquêteurs. Ils font état de témoignages contraires, selon lesquels l'épouse ne sortait pas le soir et ne promenait pas ses chiens à une heure tardive. Un témoin dit même qu'elle avait peur toute seule dans l'obscurité. La nuit de sa disparition, des voisins du couple racontent avoir entendu vers 23h des cris stridents, des cris de femmes, des cris de peur en provenance de la maison des Jubilards. Ces cris vont ensuite s'apaiser. Les voisins se souviennent de l'heure grâce à l'émission de télé qu'ils regardaient sur TF1. Le fils de Cédric et Delphine Jubilard, Louis, 6 ans, est questionné. Il dit avoir entendu ce soir-là des gros mots échangés entre ses parents, mais à aucun moment des cris. L'autre enfant du couple, Elia, 18 mois, dormait, elle, à point fermé.
Parmi les éléments à charge retenus contre Cédric Jubilard figurent ces mots rapportés par plusieurs témoins. Devant ses proches, le mari aurait explosé de colère 2 mois avant la disparition. « J'en ai marre, je vais la tuer, je vais l'enterrer, personne ne la retrouvera », aurait-il clamé le 12 décembre, soit 3 jours avant le début de l'affaire. Cédric Jubilard aurait encore confié à un de ses amis « Ça ne se passe pas bien, j'ai envie de la tuer ». Autre propos rapporté par un dernier témoin, « Si Delphine me quitte un jour ou si elle trouve quelqu'un, je serai capable de la tuer ». Des paroles qui, selon les juges, témoignent d'une attitude agressive, belliqueuse, laissant présager le pire de la part d'un homme à bout de nerfs et gagné par la violence, à minima par une profonde exaspération. Ronan Folgoas, vous êtes dans le studio aujourd'hui de l'heure du crime, journaliste au Parisien. Qu'est-ce qu'il faut penser de ces propos qui, comme cela, de manière très brute, peuvent effectivement apparaître comme des menaces ? Pris isolément, ces propos, on peut les mettre éventuellement sous le coup de la colère, de la frustration. Ce qui est évidemment un peu troublant, c'est lorsqu'il précise qu'il compte l'enterrer, que personne ne la retrouvera. Évidemment, à la lumière de cette disparition, du fait que précisément on ne retrouve pas ce cadavre, ça interpelle forcément. Après, ces propos, ils sont réitérés. C'est ça aussi qui pèse contre Cédric Jubilard. Auprès de personnes différentes. Les enquêteurs ont recensé au moins 3 témoins directs de ce genre de propos. Après, il faut faire très attention. C'est-à-dire qu'il y a un gouffre entre une menace de mort et puis le passage à l'acte. Mais c'est vrai qu'il y a l'accumulation qui joue. Et puis il y a ce détail, c'est ce projet de dissimulation de cadavre. Qui peut être prononcé, des mots qui peuvent être très bien prononcés sous le coup d'une colère intense. On peut le comprendre. C'est possible, mais on sent que cette colère persiste. C'est-à-dire qu'elle s'étale dans le temps. Le premier témoignage date du mois d'août. Les paroles qui sont prononcées ensuite par Cédric devant sa maman date de la fin octobre. Et puis enfin, il y a cet ami. Là, c'est le 12 décembre. Donc ça persiste dans le temps. Maître Allary, avocat de Cédric Jubilard, est en ligne dans l'heure du crime. Je parlais de ces cris, de ce témoignage des voisins, qui est un témoignage un petit peu isolé. Ce sont les seuls à avoir entendu ce genre de cris. Que faut-il, vous, de votre côté, de la défense, en penser ? Qu'est-ce que vous en dites ? Alors, ce que j'en dis, c'est que lorsqu'on accuse de mensonge, je crois qu'il faudrait se regarder soi-même, parce que ces cris ont été entendus, je ne conteste pas, par des voisins qui résident à 150 mètres à vol d'oiseau à peu près du domicile. Les voisins directs, et on le sait, le quartier est assez dense. C'est un lotissement, c'est ça. Oui, les voisins directs, les plus proches, n'ont rien entendu du tout. Et ils ne dorment pas, certains expliquent un certain nombre de choses. Ensuite, quant à l'horaire, on nous a indiqué que ce cri aurait été entendu à 23h07. Alors c'est très commode parce que pour l'accusation, il faut impérativement que ces cris soient entendus après que le petit du couple soit allé au lit aux alentours de 22h55, selon l'émission qu'il regardait lui-même. Or, la personne qui entend ces cris indique qu'elle était sortie fumer une cigarette à un moment précis du film qu'elle regardait. Et le média qui diffusait ce film a indiqué que cet épisode dans le film intervient aux alentours de 22h50. Un quart d'heure avant la fin du film qui est à 23h07. Donc si ces cris ont bien été entendus à 22h50, il est impossible qu'ils soient ceux de Delphine Jubilard, puisque à cet instant précis, elle est sur son canapé avec son fils. Ouais. Donc là, effectivement, le timing est important. C'est fondamental. Et voilà, et c'est quelque chose sur laquelle vous allez vous battre, évidemment, dans ce dossier. Les juges ne vont cesser de reprendre le dossier à zéro et s'arrêter sur la chronologie de la soirée et de la nuit des 15 et 16 décembre 2020. Mais Cédric Jubilard a-t-il eu le temps de tuer Delphine et de la cacher en quelques heures à un endroit où personne ne va pouvoir la retrouver ?
Malgré plus de 6 mois d'enquête, impossible de connaître avec précision le parcours et l'emploi du temps de Delphine Jubilard dans la nuit des 15 et 16 décembre. Il est établi que l'épouse a adressé un dernier message sur son téléphone via la messagerie Snapchat. Il était alors 22h58. On sait avec certitude que c'est bien Delphine qui a utilisé ce portable. Elle a échangé des SMS avec son amant, un homme installé à Montauban. Auparavant, elle avait donné le bain à ses enfants. Cédric Jubilard affirme s'être couché vers 23h, laissant Delphine sur le canapé devant la télé. Après ce dernier message, l'épouse ne semble plus avoir utilisé son téléphone. Celui-ci a tout de même borné à une antenne relais proche de Cagnac-les-Mines, laissant penser que la propriétaire, pouvait être sortie ou en route. Le compte Snapchat de l'appareil a curieusement été réactivé à minuit 11, puis la caméra activée à 1h33, puis plus rien ensuite. À 7h48, mercredi matin, l'appareil est passé en mode messagerie. Cédric Jubilard a lui éteint son portable de 22h08 jusqu'à 3h53, heure à laquelle il aurait été réveillé par les pleurs de la petite Elia et aurait constaté la disparition de Delphine. Pourquoi avoir coupé son portable? Le mari répond que celui-ci s'était déchargé après une longue partie de Game of Thrones. Après avoir signalé l'absence de son épouse, le mari va passer 180 appels jusqu'au lendemain, 17 décembre. Il n'y aura ensuite plus aucun appel à destination de Delphine, dont le téléphone n'a jamais pu être localisé ni retrouvé. La mère de Cédric Jubilard, Nadine, appelée dans la maison après la disparition, avait décrit son fils comme un gros consommateur de cannabis. À propos de l'absence de sa belle-fille, elle se disait mitigée. Si elle a voulu lui donner une leçon, elle a bien joué. Mais si ce n'est pas ça, j'espère juste que mon fils ne lui a rien fait. Maître Jean-Baptiste Allary, vous êtes en ligne avec nous dans l'heure du crime. Je voudrais que nous en parlions un petit peu de téléphonie dans ce dossier et notamment du téléphone portable de Delphine Jubilard qui va, je l'ai dit, mystérieusement un petit peu se rallumer après avoir été utilisé en pleine nuit. Alors là, sur ce point, la téléphonie, ça relève de l'interprétation. C'est très difficile d'expliquer pourquoi le téléphone a pu être de nouveau actif pendant la nuit, ce d'autant que, on le sait, sachant que son mari avait essayé de la géolocaliser, elle était méfiante et elle avait modifié ce code d'accès, de sorte que Cédric Jubilard ne peut pas accéder à ce téléphone. Donc c'est vrai que ces activations, la caméra, le WhatsApp ou que sais-je, c'est troublant, mais on n'a pas d'explication très claire. On est d'accord, Maître Allary, le dernier point de bornage, c'est le fameux panneau stop à Cagnac-les-Mines, là, sur la route, c'est ça? Alors non, ça c'est le point de la brigade cynophile, donc les chiens de la gendarmerie, perdent la trace. D'accord. Mais le bornage, c'est une zone, une borne téléphonique pendant la nuit doit couvrir une zone de 3 km de rayon. On ne peut pas localiser avec précision un téléphone uniquement sur la base du bornage. Ça requiert une véritable géolocalisation, mais qui ne peut pas être réalisée puisque le téléphone est éteint. Les horaires, encore un petit point, Maître Allary, tout ça est un petit peu technique, mais c'est très important parce que ça peut décider de la suite du dossier aussi. Le coup de fil, enfin le message envoyé par Delphine à son amant, on est sûr de l'horaire ou bien c'est un horaire de départ du message ou d'arrivée du message? Alors là, on ne sait pas le départ arrivé, on sait que c'est à 23h50, 22h50, quelque chose comme ça. 22h58, voilà. Oui, voilà, c'est ça. Ronan Folgoas, qu'est-ce qu'il faut penser de ces données techniques? C'est vrai qu'on s'y perd un peu, mais elles peuvent être importantes pour savoir où est passée Delphine. Comment... Oui, alors malheureusement, la téléphonie ne nous apprend pas grand-chose. C'est-à-dire qu'effectivement, le bornage, il est, on sait que oui, ce téléphone n'a jamais cessé de borner en dehors de la zone couverte par le relais le plus proche de Cagnac. Donc,
ça veut dire que ce téléphone, sous réserve qu'il soit resté au contact de Delphine Jubilard, ce téléphone ne s'est pas déplacé à quelques dizaines de kilomètres ou je ne sais où. Delphine Jubilard n'est pas allée avec son téléphone en direction de l'Espagne. Enfin voilà, ça on peut le dire. Mais Delphine Jubilard a aussi pu, c'est une pure hypothèse, se séparer de son téléphone ou être privé de son téléphone. Voilà, c'est ça que la téléphonie nous dit, c'est tout. Hein. Après, pour le reste, il y a cette activation, nocturne là, donc au-delà de minuit. C'est très bizarre ce truc-là. C'est très bizarre, mais ça ne constitue pas une preuve de vie de Delphine Jubilard. C'est-à-dire que ce téléphone a pu être manipulé par une autre personne, que ce soit Cédric Jubilard ou quelqu'un d'autre d'ailleurs. Parce que à 1h30 du matin, ce n'est pas le compte WhatsApp qui est activé, c'est la lampe du téléphone, la lumière. De la caméra, c'est ça ? Oui, alors c'est ça, la caméra, mais avec une lumière qui s'active, semble-t-il. Hein. Et ça, on a appris que sur ce modèle-là de téléphone, c'est un modèle Huawei, il n'est pas nécessaire d'avoir le code pour pouvoir justement activer cette caméra. Donc, partant de là, n'importe qui pourrait l'avoir activée. Indice, présomption, sensation, la défense de Cédric Jubilard ne va cesser de batailler autour d'un dossier qu'elle estime désespérément vide. Aucune trace de Delphine, Cédric Jubilard, lui, ne va cesser de demander sa libération. Cédric Jubilard est incarcéré à la maison d'arrêt de Seyss, près de Toulouse, en Haute-Garonne. Le mari de Delphine y est ici à l'isolement, ne recevant que la visite de ses avocats, disposant de la télé et pouvant recevoir et écrire des lettres. Au mois de juillet, le suspect numéro 1 écrivait ainsi dans l'un de ses courriers révélés par BFM Télé « Je ne comprends pas qu'ils continuent à chercher sur moi, ils ne comprennent pas que je n'ai rien fait, que je suis innocent. » À propos de sa vie carcérale, le détenu raconte « J'ai une promenade le matin où j'en profite pour faire des footings et l'après-midi je vais à la salle de musculation, ça me permet de garder la forme car en cellule, on ne bouge pas. » La défense du détenu a rapidement demandé sa libération, mais sans l'obtenir jusqu'ici. Le 25 août 2021, celle-ci avait été refusée par la Chambre de l'instruction. Le 2 septembre 2021, celle-ci est à nouveau refusée. Les trois avocats de Cédric Jubilard, maître Jean-Baptiste Allary, Alexandre Martin et Emmanuel Franck, continuent à souligner les incohérences du dossier. Maître Franck indique que c'est justement parce qu'il n'y a pas d'éléments nouveaux, que le temps passe et que le dossier reste vide, que la sortie de prison de Cédric Jubilard s'impose comme une évidence. Cédric Jubilard a demandé la fin des mesures d'isolement. Il n'a a priori pas de rendez-vous immédiat avec les juges d'instruction. La prochaine audition serait prévue au mois d'octobre 2021. Maître Jean-Baptiste Allary, vous allez nous éclairer aujourd'hui sur ce que devient votre client Cédric Jubilard. Vous confirmez ce rendez-vous relativement lointain avec les juges d'instruction au mois d'octobre ? Oui, je confirme, probablement mi-octobre. Ce qui est relativement surprenant, puisqu'il est mis en examen depuis le mois de juin et on attend 4 mois pour recueillir ses déclarations. C'est invraisemblable. Comment est-il aujourd'hui en prison ? J'ai parlé de l'isolement, je crois qu'il a demandé la levée de cette mesure. Alors, l'isolement, il faut quand même comprendre qu'on voit personne à part le surveillant pénitentiaire. Et ses avocats. Et les avocats, mais bon, on ne peut pas le voir tous les jours, malheureusement. Donc c'est une mesure qui, selon la Cour européenne des droits de l'homme, doit être limitée dans le temps et surtout encadrée. Il faut une raison pour maintenir quelqu'un dans cet état d'isolement, parce qu'il faut comprendre que psychologiquement, pour tout un chacun, c'est évidemment facile de le comprendre, c'est dur. Donc oui, lever l'isolement, c'est une bonne chose, c'est une bonne des choses, mais enfin, c'est surtout lever l'incarcération qui serait plus juste. Il a quelle morale, j'ose vous demander, comment est-il aujourd'hui ? Il est combatif et autant que l'on le peut, on essaie de le maintenir dans cette combativité-là.
Après, c'est l'état d'esprit de quelqu'un qui est accusé et qui nie les faits qu'on lui reproche et qui est incarcéré dans des conditions difficiles. Voilà, c'est forcément un moment où on est fragilisé psychologiquement. Ronan Folgoas, journaliste au Parisien, aujourd'hui notre invité dans le studio de l'heure du crime. On a le sentiment que si l'intéressé, Cédric Jubilard, sort de prison, finalement c'est tout le dossier qui va se fissurer, qui va devenir très fragile à ce moment-là. Ce serait l'inverse, c'est-à-dire que si le dossier s'avère fragile, alors il sera libéré. Je veux dire, ça va pas, c'est pas sa libération qui en soi. Ce sont des vases communicants. Oui, ouais. voilà, je veux dire, bon, mais on n'en est pas encore là. Enfin, c'est-à-dire le dossier est assez exceptionnel. Hein. Enfin, je veux dire, il y a, on parle là d'une affaire criminelle où les éléments matériels les indices matériels sont relativement fragiles. Ce qui quasiment inexistant, il faut le dire. étaye L'accusation, c'est plutôt le comportement, l'attitude dans les jours, les semaines, les mois qui précèdent et dans les mois qui suivent aussi. C'est-à-dire que son comportement a été jugé peu en adéquation avec la posture de l'homme qui a vu sa femme disparaître comme ça dans la nuit. Voilà. Mais il y a une distance, c'est ça que vous dites. Il y a une distance, il y a un comportement un peu décalé, voire totalement décalé, avec ce qu'on pourrait attendre. Oui, mais ça, c'est un raisonnement, c'est vrai, qui est très contestable. Et je l'entends. Ronan Folgoas, est-ce qu'on peut juger quelqu'un sur son comportement ? Mais bien sûr que c'est ça qui est fragile. C'est ça qui est compliqué. C'est la question. Bien sûr, c'est la singularité de ce dossier. Hein. Vous connaissez parfaitement le dossier, vous connaissez parfaitement ce genre d'enquête. Vous pensez qu'on va trouver la vérité, que ça finira par aboutir, cette affaire ? Déjà, il faudrait trouver le corps, peut-être, de Delphine. On peut bien sûr l'espérer pour les proches de Delphine Jubilard qui ont besoin, eux, vraiment, on pense aux enfants, évidemment, qui sont sans nouvelles de leur maman, les frères, les sœurs, ils ont besoin de connaître la vérité, bien sûr. Merci beaucoup Ronan Folgoas et maître Jean-Baptiste Allary d'avoir été les invités de l'heure du crime. Merci à l'équipe de l'émission, Justine Vigneault, Marie Bossard à la préparation et Boris Pirdu à la réalisation. L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL. Bonjour, c'est Yves Calvi. Je suis ravi de vous retrouver avec toute l'équipe de la matinale dès demain. Nous allons continuer ensemble à décortiquer, mieux comprendre et débattre de l'actualité. Alors, bonne reprise à tous et à demain. Retrouvez Yves Calvi pour RTL Matin dès demain entre 7h et 9h30.